Bienvenue, merci à tous d'être là. Excusez le format peut-être un peu protocolaire ou scolaire, je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais bon, voilà, la disposition est telle qu'elle est. L'idée c'est plutôt un échange, hein, Ouais. donc, on n'est pas là pour exposer quelque chose de précis ou un discours déjà préparé. Donc c'est plutôt une forme d'échange. Donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole, à faire à exprimer des avis, mais également vos expériences dans vos bibliothèques respectives. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ? Les bibliothèques musicales et lieux de concert. Donc nous, on va peut-être vous parler de nos expériences diverses déjà. Comme disait Cyril, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions et à partager aussi vos expériences après par la suite, si vous en avez déjà eu. Ça peut être très intéressant que chacun aussi puisse s'exprimer si vous avez déjà vécu des partenariats ou de ce genre de choses avec des salles ou autres. Tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Vas-y. Allez, je me lance. Déjà j'ai un peu teasé tout à l'heure avec Antipode, et puis il y a eu aussi effectivement, j'ai débuté il y a une dizaine d'années de ça en région parisienne à Évry, avec le réseau des bibliothèques de Grand Paris Sud. Et comme je l'ai dit, donc ce matin, on a passé notamment un partenariat, c'était vraiment un partenariat pour le coup, avec la SMAC du Plan. Ce partenariat consistait en gros à aller animer des blind tests les soirs de certains concerts, pas tous les concerts, hein, mais les soirs de certains concerts dans la SMAC du Plan. Donc des blind tests qui étaient préparés par des membres de la bibliothèque et qui étaient animés par eux-mêmes. Et le but c'était d'animer en gros le grand espace d'accueil de la nouvelle SMAC qui était un peu froid et un peu vide les soirs de concert. Donc le temps que les spectateurs arrivent, donc ça, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça permettait de combler un peu en attendant une première partie. Et ça permettait donc du coup déjà d'animer donc l'espace et ensuite de nous faire connaître auprès du public de la SMAC, parce qu'on trouvait qu'il y avait des passerelles à faire avec ce public-là qui pouvait être aussi intéressé par les médiathèques et par l'espace musique ou ce qu'on proposait comme offre musicale au sein de la bibliothèque. Donc on animait des blind tests qui étaient préparés en fonction de la programmation du soir. Puis après ils étaient faits là-bas directement. Alors on collaborait souvent avec le chargé d'action culturelle qui travaillait au Plan. Donc dans les SMAC, vous trouvez il y a souvent un poste de chargé d'action culturelle. Donc ces blind tests étaient préparés en amont par les bibliothécaires, animés ensuite sur place, soit par les bibliothécaires, soit par le bibliothécaire plus le chargé d'action culturelle. Et en échange de ça, donc du coup la SMAC nous faisait parvenir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas en échange de ça, certains soirs de concert, dans l'après-midi même de cette soirée, on avait le droit à un groupe qui venait jouer en showcase, donc des jolis noms généralement. Le groupe qui jouait le soir même au Plan venait jouer en fait à la bibliothèque sous un format de généralement 30 minutes, 3 quarts d'heure maximum, un format qui pouvait être la plupart du temps acoustique mais qui pouvait aussi être électrifié. Et ça faisait une sorte de teasing pour le concert du soir. Et du coup, le public de la bibliothèque, ça faisait vase communicant où il y avait du public de la bibliothèque qui ne s'attendait pas à trouver un showcase ce jour-là, qui était intéressé pour aller voir là ensuite soit le concert le soir même dans la SMAC, soit pour regarder la programmation et pourquoi pas après assister à un ou plusieurs concerts. Et en échange de ça, il y avait le public de la SMAC, quand on faisait des blind tests sur place, qui était intéressé ensuite, qui disait « Ah tiens, ils ont une offre musicale », parce qu'on faisait aussi l'animation en fonction de l'offre musicale numérique qu'on avait, donc c'était à l'époque avec D-Music, avec un des touch. Et du coup, c'était une sorte de promotion qu'on faisait des différents services de la bibliothèque, notamment de l'offre numérique qu'on pouvait proposer. Et on avait cet échange de public qui se faisait. Et il faut savoir aussi que la SMAC du Plan était à Ris-Orangis, nous on était situé à Évry, donc on n'est pas du tout dans les mêmes bâtiments. C'est vraiment et voilà, c'était en allant les démarcher qu'on a trouvé ce partenariat-là qui finalement arrangeait les deux structures. Il n'y avait pas de rémunération supplémentaire ? Aucune rémunération, donc voilà, en fait c'était négocié par la SMAC en fait en amont. Donc c'était aussi sous une forme de bénévolat. Il fallait que l'artiste accepte en fait de venir jouer, se frotter au public de la bibliothèque, qui au final était un exercice de style. On a souvent des retours d'expérience de ces artistes-là qui nous disaient
ah finalement c'est pas si évident de jouer dans une salle éclairée, le public qui est juste devant. C'est autre chose quand on est sur scène avec peut-être la lumière des projecteurs et tout ça. Enfin, toujours est-il que c'était les artistes qui le souhaitaient, forcément. Donc ça, c'était la SMAC qui négociait en amont et puis qui après nous proposait ces artistes-là. Et c'était pas systématiquement le blind test qu'on allait animer le soir même, ça n'allait pas être forcément le concert du soir où l'artiste venait jouer en showcase. C'était sur une fréquence on animait à peu près 2 blind tests dans le mois et on avait à peu près un showcase par mois. Quelque chose comme ça. Et voilà, aucune rémunération, du coup nous on n'avait rien à payer, ça c'est bien, et on se retrouvait avec des grands noms parfois qui venaient jouer chez nous sous un format de 30 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'était du coup un super coup de projecteur aussi pour la bibliothèque. En fait, je crois qu'il y a un élément qui est très important à ne pas oublier, c'est que souvent la bibliothèque sur un territoire, c'est la structure culturelle qui touche le plus de public. Et des lieux de concert peuvent être intéressés par cet accès, parce que en faisant un peu de communication dans la bibliothèque, ils arrivent à toucher un peu plus de public. Donc ça peut prendre la forme de cet échange entre blind test et showcase, mais parfois ça peut être juste des offres tarifaires pour les abonnés de la bibliothèque. À Lyon, on a un système d'accord avec certaines salles de concert, aussi bien de musique classique que de musique actuelle, qui offrent sur certains concerts qui sont peut-être potentiellement ceux sur lesquels ils ont moins de chances de faire sold out très vite, etc., où ils font une offre tarifaire pour les abonnés de la bibliothèque. Donc des fois, ça peut prendre juste cette forme-là, un partenariat avec des lieux de concert. Et pour être tout à fait complet, on demandait donc à la SMAC quand ils venaient jouer quand ils nous amenaient des artistes, c'était des prestations clés en main. Donc en fait, c'est la SMAC qui se débrouillait pour venir avec vraiment tout le matériel. Nous, on avait juste à le mettre en place dans une salle ou au sein d'un secteur de la bibliothèque. On aménageait un peu. Et eux, ils arrivaient, ils avaient toute la technique, la régie, etc. Et c'était vraiment des prestations clés en main gratuites et qui sont très intéressantes. Alors après, à nouveau, c'est aussi une question, je pense, de rencontres et de personnes, parce qu'il fallait aussi qu'en face, on ait un interlocuteur qui soit intéressé. Donc on a la personne du responsable de l'action culturelle là-bas, qui y a vu aussi un intérêt. Donc peut-être que certaines SMAC vont se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce qu'ils ont vraiment un gain, donc à nous d'être persuasifs quand on va effectivement sur le terrain, leur montrer que on peut leur apporter des choses, qu'on peut leur apporter non seulement du public mais aussi une plus-value avec une animation, etc. Donc c'est pas mal d'aller, si jamais vous allez démarcher des SMAC, d'avoir déjà des projets, un projet déjà créé. Enfin, par exemple d'animation que vous pourriez proposer et leur montrer vraiment quel est leur intérêt à eux de collaborer avec vous. J'ai juste une petite question. Ouais. Vous détaillez le sigle. Salle de musique actuelle. Donc en fait c'est un label qui est donné par le ministère de la Culture c'est pour la promotion des musiques amplifiées, généralement donc des musiques actuelles, donc hors musique savante, dans certaines villages. Je crois qu'il y a 150 SMAC en France. Donc contre cette labellisation, ils ont une sorte d'obligation par rapport s'il y a des financements de résidences, des choses comme ça. Donc c'est aussi sur ce type de format que la bibliothèque peut être partenaire. Mais je crois que c'est la collègue de Dunkerque qui est peut-être là, non ? Il semblait l'avoir vu rentrer, qui disait qu'elle travaillait dans une SMAC. Non ? Ah ouais. C'est juste ce qu'il y a en arrière. C'est le temps que l'information arrive. Voilà, pour les cacher aujourd'hui. Alors, les 4+, n'étaient pas SMAC et Electra. D'accord. Parce qu'il y avait déjà trop de SMAC en Nord-Pas-de-Calais avec le grand mix d'aéronefs. Voilà, mais c'est effectivement un cahier des charges où des années où j'y étais remplissait action culturelle, diffusion et accompagnement. Assez rigoureux, toutes les cases étaient cochées, donc je sais. Et puis parfois le lieu de concert est également à la même tutelle que la bibliothèque. On a des structures qui sont en régie directe ou alors dans les grandes villes ça peut être des opéras, des auditoriums, etc. Où il y a quand même une demande de la tutelle que les structures qu'elles financent travaillent aussi ensemble. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Ça nous est arrivé de travailler avec l'auditorium de Lyon sur des avant-propos de concerts, par exemple. Voilà. Parce que parfois, les concerts qu'ils peuvent donner, les œuvres de musique classique qui sont jouées, ne sont pas forcément pour un grand public facile à appréhender tout de suite. Donc on a organisé une sorte de propos d'avant-concert, quelques jours ou avant la représentation.
Et dans ces propos d'avant-concert, c'est les bibliothécaires qui vont présenter une mini-conférence Non, c'était souvent. Alors, on a fait plusieurs formes. Là, c'est sur le dernier qu'on a fait, c'est un peu particulier parce que c'est une œuvre qui était oubliée et qui a été retrouvée dans les manuscrits de la Bibliothèque de Lyon. Donc, il y a un ensemble de musique baroque qui rejoue pour la première fois et qui va enregistrer. Donc, il est venu présenter toute la démarche de reconstitution de l'œuvre, de recherche sur le compositeur. Donc ça s'est fait à la bibliothèque par cet ensemble de musique baroque. Et d'autres fois, ça nous est arrivé d'inviter par exemple le chef d'orchestre pour venir expliquer ce qu'est aussi le rôle d'un chef d'orchestre sur un concert symphonique, ce genre de choses. Et avec l'auditorium, il y a aussi des actions à destination du public jeunesse. Parce que quand on pense lieu de concert, on pense souvent des personnes qui sont sur scène. Mais ils ont un format avec le public jeunesse qui s'appelle « C'est quoi ton métier ?», où ils vont inviter la responsable de la bibliothèque de l'orchestre, mais ça peut être un éclairagiste, ça peut être plein de corps de métier qui existent dans les salles de concert et qui viennent présenter leur métier. Après, il y a aussi un autre lieu de concert qui sont les festivals. Donc ça peut prendre... à Lyon, ça prend principalement deux formes. Alors, ce qu'ils appellent le warm-up. Voilà. C'est-à-dire qu'un mois avant le festival, ils proposent un showcase à la bibliothèque d'un des artistes. La plupart du temps, un artiste local qui est programmé pour annoncer un peu le festival. Et l'autre forme, c'est sur certains festivals qui ont des off. À Lyon, il y a un festival qui s'appelle Nuit Sonore et qui a ce qu'il appelle, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, une sorte de parcours associé où pour y accueillir d'autres formes que des concerts. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver justement des formes un peu inédites et de s'inscrire dans la programmation du festival. Où ça donne une forme de communication et tu touches un public que tu ne touches pas forcément d'habitude dans une bibliothèque. Donc ce qu'on avait fait par exemple, c'était un atelier autour des claviers analogiques, où en fait des gens venaient s'inscrire et on avait un animateur qui, et tous ensemble, une quinzaine de personnes, ont créé un morceau comme ça sur un après-midi. Et c'était en partenariat ça avec le festival. Effectivement, avec les festivals, on peut trouver pas mal de partenariats à Rennes. Historiquement aussi, il y a un partenariat qui est fait entre les bibliothèques de Rennes et les transmusicales, où en amont du festival, il y a des groupes qui viennent jouer dans certaines bibliothèques. Et ça permet effectivement de mettre beaucoup de projecteurs. Nous, pour les bibliothèques, puisque l'événement est quand même national, et ça, c'est des choses qui, alors, je ne sais pas de quand ça date, mais je sais que c'est quelque chose qui est très attendu à chaque fois, et par le public, surtout par le public des bibliothèques, c'est ça qu'ils peuvent venir voir un concert assez sympa dans l'une des bibliothèques de Rennes. Donc, par rapport au festival à Toul, on reçoit le JDM qui est en tout début du mois de juin, donc ça fait 3 fois qu'avant il était dans un petit patelin, mais ça devenait vraiment trop gros, donc il a été déplacé à Toul, dans la ville même, et là depuis 3 ans, enfin depuis qu'il existe, parce que là l'année dernière ça avait été annulé, et il nous propose de faire venir des artistes en showcase. Alors évidemment, il y a beaucoup d'annulations en dernière, il faut être assez souple, parce qu'en fait ils ne savent pas trop, les tourneurs disent c'est ok, puis ils nous rappellent 2 jours avant pour nous dire finalement ils n'ont pas le temps, ils arrivent à la bourre, mais on a eu Trio, qui est venu en showcase acoustique, ils ont fait un concert Facebook. Après voilà, c'est ce que tu disais, c'est les liens avec la personne qui s'occupe de la production, ce que ça peut leur apporter, et ça nous permet nous de nous faire connaître par les festivaliers qui ne sont pas forcément inscrits et qui découvrent le lieu. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est vachement intéressant, même par rapport à des artistes moins connus, parce que c'est intéressant de cette rencontre où on peut établir entre un créateur et notre public. Et du coup, il y a moins de... Voilà, ils expliquent, moi je fais de l'électro, mais je pense à tel artiste, et puis nous, évidemment, à nous de choisir les disques et de dire, si vous êtes intéressé, on a une table thématique, etc. Et c'est ce que je disais un peu ce matin, ce qui est important, c'est de trouver un format qui ne se fait pas vraiment, qui permet d'avoir une relation un peu différente. Par exemple, les artistes, ils peuvent aimer aussi venir en bibliothèque pour avoir un contact direct avec le public. Après, ça dépend comment on l'organise. Ça nous arrive de faire des rencontres où il n'y a pas l'artiste sur scène et le public dans la salle. Donc c'est essayer de créer aussi un lien qui n'existe pas forcément dans les salles de concert, ce genre de choses. Et puis c'est surtout, ce que j'essayais aussi de dire ce matin, c'est qu'il ne faut pas
on a souvent tendance à s'auto-censurer en se disant on n'a pas la légitimité, aller leur demander un truc, etc. Faut essayer, et puis souvent on a quand même de bonnes surprises. Hein. C'est vrai. Moi, à Lyon, on pourrait dire il y a plein de propositions possibles, donc quelque part, on pourrait dire ils n'ont pas besoin de la bibliothèque pour quoi que ce soit, quoi. Et on travaille avec plein de salles de concert du territoire, hein, que ce soit le Transborder, le marché gare, l'épicerie moderne, etc., etc. Sur des formats qui sont différents, quoi. Et en autre expérience passée aussi à Évry, on avait monté un projet, c'était une sorte de tremplin où on souhaitait en fait faire jouer des groupes locaux en showcase à la bibliothèque. Donc c'était 2 samedis par mois sur 6 mois à peu près, et avec un vote qui était fait à la fin de ces 6 mois, et c'était en partenariat avec la SMAC où le gagnant de ce tremplin en fait pouvait faire une première partie à la SMAC d'un grand nom. Malheureusement, ce projet a été un peu avorté. Alors, comme je disais, à nouveau, c'est aussi une question de personnes, parce que la personne qui était en charge de l'action culturelle au plan est partie à un moment. Celle qui a repris avait beaucoup d'autres projets à gérer. Et puis après, voilà, la chose s'est pas faite. Donc c'est vraiment aussi, quand je disais, aussi une volonté, il y a de la volonté humaine aussi derrière. Donc voilà, la question de la personne est aussi très importante. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on compte nous refaire ici en Antipode, puisque ça va beaucoup plus simple, étant donné qu'on partage les mêmes locaux et on sait qu'il y a des choses qu'on pourra faire un peu sous ce format-là. Mais c'était une idée, en tout cas une expérience qu'on avait proposée et qui leur avait vraiment bien plu. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on faisait, nous, avant le Covid, c'est ce qu'on faisait à la bibliothèque, dans toutes les bibliothèques de la ville de Limoges. Nous, on faisait des mini-concerts, c'était le samedi, et on cherchait des musiciens locaux. Donc, et ça marchait, on prenait contact avec les musiciens locaux, parce qu'on avait un site, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est les Musibox. Donc, pour mettre en avant justement tous ces musiciens-là, on faisait des mini-concerts. Et ça marchait très 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 bien, quoi. Donc il y en avait à Beaubreuil, à Nazu et ici. Donc c'était toute tendance. Et le point fort, c'était pendant le festival Éclat d'Émail, il y avait dans toutes les bibliothèques, les samedis après-midi, il y avait des mini-concerts. Alors là, c'était du jazz. Mais les autres, c'était soit de la chanson, c'était soit de la musique traditionnelle, c'était un peu de tout. Mais le mois de novembre, c'était jazz. Et je te vois par terre, est-ce que tu veux t'asseoir parce que je suis pas pauvre. Non, ça va, merci. Et ça marchait très 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 bien. Et on avait un bon retour, les musiciens répondaient favorablement, et c'est le contact qu'on avait, nous, déjà, c'était super. Ils étaient rémunérés ou pas Oui. Ouais. Oui. C'était un forfait, Oui, c'était 150 € par personne. Okay. Jusqu'à 3 personnes, c'était 450 €. S'ils étaient 4, c'était 450 €. Voilà. Et là, avec le Covid, il n'y en a pas eu. Que l'année dernière, pendant le festival Éclat d'Émail, où il y a eu des concerts. Mais, voilà. Okay. Alors nous, on les a maintenus en fait pendant le Covid en Facebook Live. Ah ouais. On s'est dit, c'est à peu près le seul moyen pour les artistes de continuer à jouer. Donc ça, ils ont beaucoup apprécié qu'on continue à les programmer, à les rémunérer en faisant du Facebook Live. Ah, mais non, on ne pouvait pas. Nous aussi, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on les a fait jouer en Facebook Live, mais après on les a fait revenir sur... nous, il n'y a pas de salle, enfin, selon la bibliothèque, il y a 3 médiathèques, mais il y a 2 médiathèques qui ont une salle. Nous, on n'a pas de salle. On pousse les tables pour faire jouer, mais le fait de jouer au milieu des livres, ça les fait délire. Enfin, il y a un côté... ils n'en sortent pas intacts. Enfin, je trouve que ça les touche. Et puis ça touche plus facilement le public aussi. À Lyon, en fait, on a une salle. On ne fait pas les concerts dans la salle. Parce que la bibliothèque n'étant pas sonorisée, on ne peut pas faire d'annonce. Donc c'est un grand bâtiment, donc il peut se passer des concerts dans l'auditorium sans que 90% du public qui est présent ne le sache. On faisait ça à un moment, je travaillais justement avec un tourneur où on faisait les showcases d'artistes avant leur concert du soir,
Et on faisait dans cette salle, et j'avais eu Émilie Loiseau, j'avais eu Pony Hawks, et on était 10 dans la salle, dont 5 bibliothécaires. On s'est retrouvés là. C'était un peu rude. Voilà. Donc on a décidé du coup de sortir les concerts. Maintenant on les fait dans le hall, qui est un lieu de circulation en fait. Et on les fait à un moment de pic de fréquentation, quand il y avait vraiment de la fréquentation, pic de fréquentation de la bibliothèque le samedi à 4h. Voilà. Et donc les gens s'arrêtent volontiers sur des propositions musicales, ils ne sont pas venus pour ça, mais ils s'arrêtent volontiers. C'est vrai qu'on faisait la même chose à Évry, mais c'est pour et c'est contre, parce que le pour, comme tu dis, c'est que ça ramène tout un public qui passe par là, qui s'arrête, qui est super content de trouver ça. Puis à l'inverse, tu as cette cohabitation des publics en bibliothèque, on sait que ça peut être très compliqué. Alors c'est pour ça que nous, c'est une demi-heure. Voilà. C'est une demi-heure pour ça aussi, pour ne pas gêner les différents usages de la bibliothèque. Plus les balances. C'était 1 heure. Ouais, plus les balances. Ouais, après c'est quand même sur une demi-heure, on leur demande que ça soit léger techniquement. Donc les balances ne sont pas très longues. Mais puis c'est beaucoup plus de retours positifs au final. Oui, parce qu'ils apprécient aussi, les artistes, après le concert, ils apprécient la qualité d'écoute. Donc, comme on fait beaucoup d'artistes émergents, d'habitude ils jouent dans des bars, dans ce genre de salle où la moitié de la salle, on n'a strictement rien à faire de ce qui se passe sur scène. Donc là, ils apprécient vraiment la qualité d'écoute. Et puis malgré tout, les gens qui sont dans une bibliothèque sont quand même dans une posture plutôt d'ouverture à des propositions culturelles, intéressantes ou artistiques. Donc voilà, l'accueil est quand même très très haut. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu vas rebondir là-dessus. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps aussi, des petits concerts le samedi matin, de 11h à midi, on fermait à midi, donc il y a plein de gens le matin. Et en fait ça a très bien marché. Et maintenant les élus ils ont décidé de créer une salle carrément à côté de la médiathèque pour les concerts. Et du coup par rapport au petit problème que tu disais là tout à l'heure des gens fréquentation qui viennent pas dans la salle, qui préfèrent. On va faire ça le soir, donc ça va changer complètement la donne. Mais juste pour dire que aussi dans un petit village, 8000 habitants, c'est où ça peut se faire et ça peut créer une animation pour... Tu viens de quel endroit, quelle bibliothèque? À Souls, c'est entre Mulhouse et Colmar. Ok. Et donc là, la salle a été créée ou elle est en cours de... C'est un ancien théâtre qu'ils ont réhabilité, qui est à côté de la médiathèque. Et du coup, on va faire des concerts. Ah oui, tu n'as pas eu encore... tu as pu expérimenter? Ça va commencer en septembre. D'accord. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Par contre, ça nous fait un peu changer de métier aussi, je trouve. Je deviens programmateur d'une salle de concert. Je suis passé la licence d'entrepreneur de spectacle. Ah oui, d'accord. J'ai fait un stage de régisson carrément. Ah ouais. C'est carrément... Ah oui, là, tu es sur un autre niveau, là. Après, du coup, mais je me posais la question, par exemple, est-ce que toi, si on a un petit pote, tu as quelque chose à dire sur la programmation aussi? Non, en fait, nous, on nous donne vraiment, quand je parlais d'outils clés en main, Antipode, ça sera vraiment le cas, puisqu'il y a toute une équipe de régisseurs, des programmateurs, enfin, il y a tout ça qui, eux, gèrent la partie vraiment SMAC. Vous n'êtes pas du tout concerné? En fait, nous, sur la partie la programmation musicale, on est tenu au courant, comme je disais ce matin, sur les réunions qu'on fait mensuellement, où voilà, on sait qu'il va y avoir telle ou telle programmation, donc on essaie d'adapter aussi, c'est ce qu'on fait, le travail classique de bibliothèque, c'est de la mise en avant de disques, etc. Et puis après, on va essayer d'avoir justement des showcases en amont aussi du concert, le jour même ou pas, comme les artistes sont directement dans le bâtiment, c'est beaucoup plus facile pour eux, s'ils le souhaitent, bien sûr, c'est toujours du volontariat, qu'ils se déplacent de quelques mètres pour venir faire quelques chansons à la bibliothèque, on peut imaginer ça, sous un format totalement acoustique, pour justement promouvoir le concert du soir. Enfin là, on est sur ces pistes de réflexion là actuellement, mais on n'a pas du tout, on n'a pas de, on va dire comme toi, de formation à avoir en amont, puisqu'en fait, tout est déjà, on a déjà des professionnels qui sont sur place et qui le feront. Pour la programmation, tu n'as pas besoin de formation spécifique, quoi. Non, du tout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas trop frustrant pour vous justement en bibliothèque? Pour l'instant, non, c'est pas du tout de la frustration. Au contraire, quand on voit la programmation à chaque fois, on est super content de se trouver dans les mêmes lieux et de pouvoir assister au concert. Et non, c'est autant non pour le coup, bien au contraire. Ça te fait un truc comme moi. Ouais. Et l'aspect administratif, les contrats, etc., c'est toi aussi qui vas t'en occuper? Donc là aussi, tu as eu une formation sur contrat de cession et compagnie. Comme tu dis, c'est un autre métier. Oui, c'est carrément, je suis en train de changer de métier. Ouais. T'as une prénom, excuse-moi.
Pas encore. Ça prend encore. Mais du coup, avec des contraintes financières, de billetterie, de choses comme ça, ou c'est toujours du concert gratuit? C'est en train de se décider. Ouais, parce que c'est quand même. Non, ce sera plus gratuit. ça, Ah c'est ouais. sûr. Ah ouais, Ah ouais, donc ah oui, c'est carrément, encore, tu passes La au... billetterie, etc. Ah, et donc tu montes ta propre smack là. Quasiment, ouais, non, mais c'est comme ça. La vache. Oui, ce qui change aussi l'esprit. Hein. C'est vrai que d'habitude, on fait que des propositions gratuites en bibliothèque. Ouais. Alors Ouais. peut-être que l'enjeu, ça sera de trouver des passerelles entre cette proposition payante dans la salle et la résonance que tu pourras en faire dans la bibliothèque, quoi. Parce que La c'est... bibliothèque, en fait, elle est à côté, tu vois, elle est accolée dans le même bâtiment. je pense. Ouais, mais la barrière du gratuit payant, elle est quand même raide hein, pour une bibliothèque. Mm. Donc je pense qu'il faut quand même imaginer des choses qui soient en lien pour Oui, me faire peut-être des aussi... showcases en après-midi. voilà, c'est ça par exemple. Alors ça sera encore plus simple parce que autant Pierre, alors il a la facilité d'être dans le même bâtiment, mais c'est deux structures, toi tu seras dans deux Ouais. bâtiments, mais ça sera toi qui feras tout. Quoi. C'est Donc, toi qui vas gérer. C'est un bâtiment qui a été relié, du coup. D'accord. En plus, Ah ouais. il est relié. C'est Ouais. quasiment Ouais. le même bâtiment. Il y aura un bar aussi, tu auras. On aurait dû commencer par cette question. ouais, dans un lieu de concert, s'il n'y a pas de bar. Ah, tu vas devoir avoir une licence et pour le bar, tu vas. Bah, il a Ce sa sera- licence ce 4. sera une privée qui veut une délégation. Ah, d'accord. Waouh. C'est pas une Ah ouais, là, délégation, c'est. c'est encore un truc un peu. Bon, bah, dans quelques années, Oui, tu parce seras que au service RNBM public pour sur un présenter bar. ton projet, je pense. Bah, oui, j'espère. C'est une session, une concession Mm. de bar, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il faut faire un appel. Ouais, parce que délégation de service public sur un bar, c'est rare. Tu as trouvé le bon poste. Non, mais ça aussi, on espère pouvoir collaborer avec ces personnes. Bien sûr. justement, pour des petits showcases. justement. Mm. Ah d'accord, mais c'est intéressant aussi, parce qu'il y a aussi le cas de la bibliothèque qui est au milieu d'un territoire où il y a plein de structures de concerts, et puis il y a aussi le cas de la bibliothèque qui est quasiment la seule structure culturelle du territoire. Oui, Et là, elle a non, toute mais pertinence il y en a plein à, côté, du coup, à bon, devenir ça, quasiment un c'est lieu de bon, concert. c'est le réseau, quand même. Là, c'est un truc en plus. Et c'est étonnant parce que c'est un petit projet qui est devenu Mhm. une salle de concert. Ouais. Mais là, il faut avoir une volonté des élus quand même derrière pour. Voilà, c'est une municipalité qui est arrivée récemment. Ouais. Et du coup, ouais, ils avaient- T'as eu besoin de les convaincre, enfin, t'as eu un argumentaire derrière. Non, ils appréciaient ce qu'on faisait en fait. Ok. Et du coup, c'est parti de là. Et donc c'est une régie directe, et la jauge c'est de combien? 100, D'accord. 97. Waouh, Ok. bah, ça, c'est. Bah, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Puis on a eu le droit de dire ce qu'on voulait un peu, une salle. On voulait une salle cosy avec des fauteuils, etc. Ouais. On a eu ce qu'on voulait. C'est pas- En plus, c'est que tu dois être chef décorateur. Toutes les casquettes. Il y a des métiers comme ça qui vont apparaître, je pense. Ouais. Waouh. Bon, là, j'ai fait régisson, quoi. C'est difficile quand même pour nous. Ah ouais. Commencer un truc. C'est un autre métier, ouais, clairement. Puis on a des compétences. Oui, Là, c'est on se longtemps. rend compte des limites de nos compétences professionnelles. Ouais. Après, j'ai fait ça avec une collègue, on va essayer de Mm. se sortir. Mais effectivement, ça rentre en ligne de compte, hein, c'est l'évolution Et du après- métier. Oui, c'est ça, Constante. mais je constate qu'il y a pas mal de collègues en fait qui programment des choses, qui font des petits concerts et du coup, on n'est pas trop armé pour quoi. Mm. Bah, souvent, C'est ouais, juste la passion. on se forme un peu sur le terrain. Mm. Sur, Je rebondis justement sur un peu cette. Quand on a un lieu, nous on avait une salle polyvalente à côté du centre. Enfin, on est un centre de ressources où il y a des salles, et il y a une salle polyvalente qui sert à tout, donc qui sert à rien. Et, enfin, qui a une mauvaise. Enfin, c'est compliqué. Et là, on fait intervenir donc un collègue qui lui s'occupe de tout ce qui est sonore et visuel dans la grande salle de spectacle de la ville, donc qui est l'Arsenal, qui 700 personnes, etc., qui est complètement à part. Et là, il vient de faire intervenir une entreprise privée pour avoir un vrai éclairage, un vidéo proche et du son. Et il m'a dit, là, tu vas avoir besoin de te faire former, quoi. Parce que ouais. oui, alors c'est la base, hein, c'est la Mm. base. Et justement, je voulais demander justement, là, j'en profite, si la CIM, ils ont des pistes de formation, alors premier niveau, quoi. Après, parce que c'est pas une régisson complète, parce qu'une régisson, on est d'accord, c'est un métier Ouais. complètement différent. faut peut-être voir avec le CNM en fait, Non, il y a des... qui sont intervenus ce matin, parce que la CIM n'a pas de. J'ai un collègue qui l'a fait sur son diff, je crois. Chez nous en Alsace, on a des structures en fait, une agence culturelle. Ouais. Ou que je me rapproche peut-être de la XMAC. Ouais, de la SMAC ou même de l'équivalent du RIM sur ta région. Le grabuge. Mais oui, la question des formations, elle se pose. C'est clair. Ouais.
Parce qu'en plus, même si les artistes ils viennent avec leur matériel, ils sont autonomes au niveau matériel, ils attendent quand même un certain... voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un éclairage. Ils sont, je pense qu'il faut bien les prévenir en amont. C'est ce qu'on avait négocié avec la SMAC, que quand ils viennent en bibliothèque, il n'y aura pas l'acoustique qui sera forcément super, qu'il y aura du passage. Là aussi, c'est difficile parce que leur dire, ils sont prêts à jouer devant des gens qui peuvent partir à tout moment ou faire du bruit. C'est vraiment pas un environnement auquel peut-être certains artistes sont habitués. Donc, si tu poses les bases dès le début en disant, voilà, quand tu joues en bibliothèque, ça va être, tu vas jouer dans une pièce où l'acoustique sera pas terrible. Nous, on n'est pas formés pour ça, il faut prévenir. Vous pouvez tout à fait faire, vraiment là-dessus, moi j'insiste, et vous pouvez tout à fait organiser des showcases ou n'importe quoi en ayant zéro compétence dans le domaine. Hein. Il suffit juste de demander des prestations clés en main. Et après, c'est juste une question d'aménagement. Et on peut jouer n'importe où, la preuve, voilà, soit dans un auditorium qui a été prévu soit au milieu des bacs. Et au contraire, je pense que quand on joue dans la bibliothèque, ça apporte encore autre chose. Donc, faut pas avoir peur de se lancer si on sait que derrière, les artistes ont été prévenus aussi. Après, leur premier réflexe, c'est d'envoyer la fiche technique. Leur fiche technique type. Ah, ça fait non. Donc, tu veux 4 tours, laisse tomber. Voilà. Mais après, c'est de l'échange direct et ça se passe toujours très bien. En général, ça fait flipper la direction. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Ah oui, il ne faut pas qu'ils aient de mauvaises surprises. Ouais. Je ne sais pas si vous devez tous connaître l'association 45 Tours qui propose des concerts clés en main avec de sacrés noms. On est clairement là-dedans, où les artistes qui acceptent de participer à ça jouent le jeu en fait. Et ça peut faire déjà une super première expérience pour une bibliothèque qui propose ça. Et ensuite, ça permet de mettre un peu le pied à l'étrier, de pourquoi pas aller plus loin en se disant, voilà, ça a marché. Alors, le seul problème de 45 tours, c'est le prix un peu onéreux. Ouais, on est autour de 900 €, j'allais dire. Ouais. Alors, il vaut mieux essayer de faire quelque chose entre plusieurs bibliothèques du territoire pour déjà partager les frais de déplacement, choses comme ça. Il y a plein de groupes locaux en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Non, ça peut être intéressant. Mais disons que là, l'intérêt, c'était d'associer la notoriété de la personne avec un format un peu inédit qui était d'une rencontre directe. Mais effectivement, vous pouvez le porter vous-même, s'il y a des artistes un peu qui ont une certaine notoriété, soit qui sont en concert, soit sur le territoire, vous pouvez essayer de les contacter directement pour ce format-là. Moi, je trouvais le format très intéressant. C'est juste l'aspect effectivement financier qui pouvait être... Alors, attention, parce que j'ai une anecdote sur 45 Tours. Il y a une médiathèque de mon réseau qui était en recrutement de discothécaire, donc il n'y en avait pas. Ils ont voulu faire venir Bastien Lallemand et je ne sais plus qui. Et voilà, il faut circuler les contrats, tout ça, fiche technique, ça va rouler. Et puis à un moment, quand même, ils commencent un peu à discuter sur la fiche technique, mais pas longtemps avant l'événement. Et arrive à la conclusion, ah ouais, mais en fait, on n'a pas d'ingé son, vous savez. Et 45 Tours, ils fournissent pas l'ingé son, en fait, que je sache. Donc ils ont annulé. Ah ouais, ils ont juste qui a annulé? C'est l'artiste qui a annulé? L'artiste a annulé. Ah ouais, ouais, c'est étonnant. Parce que Bastien Lallemand chez nous. Moi, j'ai une autre... on avait programmé Couilleté et Nerman, le duo. Ouais. Donc, pas de problème, on prend la date et tout. Et juste avant, ils nous appellent 45 Tours, on a fait les affiches et tout. Ah, ils ont pris une autre date le même jour en fait, donc ils vont pas venir chez vous. Ça c'est pas cool. C'est très moche. On reprogramme la date quand même. Ouais, par rancunier. Vous êtes sûr, la prochaine fois. Et ben, c'est une fois pareil. Il y a un truc avec Villeurbanne là. Ah ouais, je comprends. C'est bien, mais il faut pas... Ouais, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, c'est des expériences, effectivement. Alors, à voir si nous, pour avoir collaboré pas mal, on avait fait pas mal de concerts avec eux, c'est vrai, à chaque fois bien passé. Un avec eux qui s'est très bien passé, ça va pour dire, mais je pense qu'ils se sont un peu dépassés par des tours. Je pense que le tour noir n'était pas correct du tout, en fait. Et parce qu'il a beaucoup d'artistes, et je pense que dans le groupe... Oui, et puis malgré tout, ils ont aussi leur, on va dire, leur autre carrière de musicien. Ça peut... Il y a une date plus intéressante, mais 2 fois de suite quand même. Et d'habitude, ils les organisaient plutôt sur des temps où ils n'étaient pas en tournée, justement, pour pas avoir ce genre de problème. Alors, pour tester des albums aussi. Un gros concert et une venue aux médiathèques, généralement, l'artiste prévoit le gros concert. Mais bien sûr, non mais ce que je veux dire, c'est que normalement, des artistes, ils organisent des tournées.
Et effectivement, sur les dates de tournée, c'est même pas la peine d'essayer de caser un autre concert, parce que s'il y a une autre proposition, il sera au tarif du cachet de la salle, quoi. Mais souvent, quand ils sont en préparation de disques ou des choses comme ça, ils ont des temps où ils sont pas en tournée. Mais bon, après, il y a beaucoup de commandes et tout. Ah ouais, non, mais ça, c'est très emmerdant, hein, ça c'est sûr. Ouais, aussi. Ouais, c'est moche. Ouais. Surtout 2 fois. Sur des formats d'invitation, on parlait de mutualisation de moyens. Nous, par exemple, moi je fais partie du collectif Ziklibre en Bib et on organise là par exemple une tournée d'une artiste qui s'appelle Veilleuse, donc dans l'Est. Donc moi on a un petit groupe qui vivote qui s'appelle Discothécaire de l'Est. Et là elle va faire 5, sûrement 7 dates de la semaine du 18 au 26 juin. Et ça s'organise vraiment. Moi, je coordonne pour avoir les dates et tout ça, mais après, c'est chacun fait un peu sa sauce avec sa collectivité, parce qu'il y en a, ça va être, ils vont passer par le bureau, par le GUSO, il y en a, ça sera un contrat de session. Et par exemple, je sais qu'on essaye de partager, par exemple, tout ce qui est frais. Par exemple, on a des toutes petites bibliothèques, on leur a dit c'est 250 €, c'est 250 €, puis ils vont l'inviter à manger, mais ils ne pourront pas mettre de plus. Alors du coup, nous, on a un peu plus de moyens, donc moi je dis, il y a 100 € plus, donc on prête 350, et puis il y a la médiathèque de Meurthe-et-Moselle qui va prendre en charge 2 dates, et c'est comme ça qu'on arrive à faire une petite tournée. C'est des artistes qui ne sont pas très connus, mais qui sont de très bonne qualité, et nous on défend un petit peu ces formats-là aussi. Alors ça fait... Et c'est des concerts de médiathèque, parce que pour le coup, elle n'est pas là pour faire un concert où ça va faire péter les watts, mais elle est là vraiment pour l'échange. On peut faire péter les watts, hein, on peut faire péter les watts, il y a des super expériences comme ça. Mais c'est vrai, et du coup, et ça, les gens, c'est bien, nous on essaye de faire une fois par an, donc dans cette période-là, ça tombe aussi avec le résultat de l'animal de l'élection qu'on organise. Donc je vous pousse à aller voir sur Ziklibre en Bib et prenez contact avec soit Antoine, et organiser des choses, parce que ça crée des dynamiques entre bibliothèques, même si c'est une fois par an qu'on se rencontre, c'est déjà ça, quoi. Là, on a fait des visios et c'était... Le travail en réseau, il est quand même important. Je pense que c'est... Je parlais d'Ampli ce matin et je pense que vous pouvez aussi en parler. C'est que des bibliothèques qui font un concert dans l'année, l'idée de concentrer, de faire ce concert dans le cadre d'un festival, 2 concerts en bibliothèque, ça donne aussi plus de visibilité, d'impulsion, et ça fonctionne bien. Si tu veux en parler, Lénaï. Oui, Cyril a parlé un peu d'Ampli ce matin, donc j'en fais aussi partie, la collègue Lucie. Qui est là, Lucie. Donc c'est sur la métropole de Lyon, en fait, ça fait quelques années on s'est organisé, on a effectivement mutualisé les moyens, les idées, les forces au niveau de toute la métropole de Lyon. Donc on a créé une espèce de collectif de discothécaires. Au départ, on avait surtout une espèce de blog, on va dire, on faisait des articles. Et très vite, l'idée, ça a été de lancer un festival, justement, organisé en bibliothèque. Donc en fait, le principe d'Ampli, c'est que nous, on est une structure maintenant associative qui faisons la coordination en fait, du festival et la communication. Et toutes les bibliothèques de la métropole peuvent participer, mais c'est eux qui font la programmation. Nous, donc, on mutualise juste les ressources, enfin on peut être ressource en termes de programmation, on peut donner des idées. Donc comme tu disais, ça arrive qu'il y ait une artiste qui va jouer aussi dans plusieurs médiathèques du coin, donc ça peut être quelque chose qu'on fait. On peut donner des idées, je sais pas, il y a des gens qui nous envoient des messages, on cherche quelque chose, plutôt un brass band, plutôt du folk, plutôt machin. Donc nous, comme on est une espèce de base de données, enfin on est plusieurs à faire ça, donc on connaît pas mal de choses, donc on va être ressources à ce niveau-là. Et surtout, on organise, le gros boulot, c'est d'organiser la communication en commun, parce qu'on fait un dépliant qui regroupe en fait toutes ces dates qui se passent au mois de septembre-octobre, en fait c'est sur un mois. Mi-septembre, ouais. Donc les critères, c'est qu'il faut que ce soit des artistes locaux et que ça ait lieu dans ces dates, et dans ces cas-là, ils font partie du festival, et nous, on s'occupe de coordonner la communication autour de ça. Et c'était parti d'un constat qui était que ces initiatives de concerts d'artistes locaux dans les bibliothèques, elles existaient dans plein de bibliothèques, mais que c'était ni coordonné, donc c'était dilué sur l'année et c'était moins visible, quoi. Donc l'idée, c'était effectivement d'offrir de la visibilité un petit peu à ça, et les médiathèques étaient super intéressées en fait de jouer le jeu, et les grosses médiathèques parce que ça apportait aussi de la visibilité et de la coordination, tous les moyens de communication, parce que même les grosses médiathèques, comme tu dis, des fois, on a quelque chose dans la bibliothèque et les gens ne sont pas au courant. Ouais, bien sûr. Donc, oui, parfois c'est plus compliqué dans des grosses bibliothèques que dans des bibliothèques effectivement qui sont les seules structures identifiées. Et puis ça se fait déplacer le public
des fois d'une bibliothèque à l'autre sur les festivals. Moi-même, je l'ai fait quand on allait voir chez les collègues. Et puis les artistes commencent à savoir que les festivals là, donc à nous envoyer des programmations. Oui, on est sollicité même pour être publié, pour être programmé dans Ampli. Alors que nous, on fait un concert par mois, mais parfois les artistes nous demandent d'être programmés dans Ampli. Et il y a des financements de la part, Lucie peut peut-être en dire quelque chose, qui travaille à la BDP ou à la métropole. Il y a pour les petites bibliothèques des financements de la part de la métropole ou du département qui aident les petites bibliothèques. Nous, on fait un appel à participation. Enfin, moi, je travaille au sein de la métropole de Lyon et je fais un travail de BDPiste auprès des 40 petites bibliothèques métropolitaines. Et nous, on fait un appel à participation dans le cadre du Festival Ampli, en parallèle de celui qui est lancé par Ampli pour récupérer les souhaits de participation et coordonner la com. Et nous, on va soutenir financièrement les bibliothèques qui souhaitent se lancer en les laissant dans la majorité des cas libres de leur programmation, en les aiguillant toujours pareil si besoin. Et je ne crois pas dire de bêtises, l'année dernière, je crois qu'on était à 13 bibliothèques sur 40 participantes. Et la BDP du Rhône, en parallèle, fait le même travail auprès des bibliothèques. Au niveau du nombre de concerts, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est 40. Oui, c'est autour de 40. Ouais. Wow. Parce qu'il y a une particularité quand même à Lyon, c'est que la métropole, sur son territoire, se substitue au département. Donc c'est pour ça qu'il y a une bibliothèque métropolitaine qui se substitue à la BDP sur le territoire. Ça fait combien de temps là vous avez lancé ça? 7 ans. 7e édition, ok. On a une poster session dedans. Le lien est tout trouvé. Et c'est ce que je disais ce matin, c'est que du coup, en prenant un peu de visibilité, d'ampleur dans la communication, on a pu faire un partenariat avec le Ninkasi, qui est une salle à Lyon, mais qui a un fonds de dotation, qui finance aussi un dispositif de professionnalisation des artistes locaux. Et ils se sont rendus compte qu'on avait à peu près la même mission d'aide à l'émergence, etc. Et qui donc, depuis l'année dernière, se sont proposés de financer un concert dans une bibliothèque qui, soit ça sera sa première année et qui n'a pas forcément prévu le financement, soit une bibliothèque qui voudrait faire un concert et qui n'a pas forcément les moyens de le faire. La seule contrainte étant que c'est un artiste qu'ils ont accompagné eux, quoi. Voilà. Et on est rentré en contact depuis l'année dernière, on est adhérent justement à Grand Bureau, là, justement, la structure régionale, parce que c'est exactement une mission. Bien sûr, ouais, pareil. Ouais. Ils ont plus l'habitude Enfin, ils ont fait une AG, c'est vrai que c'était des lieux de concert plus traditionnels en fait, qui étaient à l'AG, c'était les SMAC, des trucs comme ça, mais en fait, ils trouvaient ça super cool, ce qu'on faisait en bibliothèque. À Grand Bureau, on travaille avec eux, nous, sur le Discord Day, en fait. Ils nous sollicitent pour... ils organisent le Discord Day à Lyon. Et donc, chaque année, ils invitent la bibliothèque de Lyon à venir sur le lieu accueil du Discord Day pour montrer ce qu'on fait en termes de mission, autour des vinyles, autour de la scène locale, ce genre de choses. Donc, malgré tout, au bout d'un moment, on arrive à être identifié et avoir une certaine légitimité, avec toujours en essayant d'être sur un terrain qui n'est pas occupé par d'autres, quoi. Le seul problème, entre guillemets, qu'on a, c'est de trouver le financement pour la com, parce que justement, il y a une association et on n'est pas financé à ce niveau-là par nos tutelles, en fait. Parce que ils financent les pas. concerts. Ah, d'accord. Non, c'est vraiment une association de bibliothécaires musicaux qui le font bénévolement, Okay. quoi. Effectivement. On a discuté ce midi. Ça repose sur 2 personnes. Oui, ouais. Voilà. Et il y a une AG jeudi dans l'auditorium du salon. Profitez de la vie ce soir. Mais du coup, ce qu'on disait, c'est que ça repose quand même pas mal sur effectivement du temps personnel. Et pour l'instant, on n'a qu'un financement de 700, ça coûte 700 € en gros de publier. On fait le dépli en gros. Bah, c'est peu au final sur l'ensemble, enfin si tu annonces autant de concerts. Bah, c'est peu parce que tout le reste est financé par les communes en fait. Donc c'est vrai que c'est une économie qui est quand même très légère. Ouais. Mais par contre, on dépend du Crédit Mutuel qui nous finance en fait. la com. Ok. Mécène en fait. Parce que le Crédit Mutuel donne le là. J'ai entendu avec attention le Centre national de musique ce matin parce que je me suis dit. Bah, pour une association, c'est la solution. Hein. C'est ce qu'on discutait à table. La difficulté, nous, en tant que bibliothécaires de collectivité territoriale, c'est que si on a une aide du CNM, c'est que selon le principe de non-affectation des recettes, s'ils donnent de l'argent à la collectivité, on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer sur les actions qu'on va mener. Mais ouais, moi je pense qu'il faudrait qu'on le contacte.
Parce que une un truc privé, c'est bien, mais c'est un peu... Si ouais, mais tu vois, en termes de financement d'autres structures d'État, c'est le bon format, parce que sinon... Ouais, l'asso, c'est mieux qu'en fait. Mais ça repose quand même beaucoup sur la volonté humaine. Ouais, voilà, sur la coordination, oui. Ouais. Après, les bibliothécaires qui programment dans leur bibliothèque, ça reste sur leur temps de travail, ça fait partie de malgré tout de leur travail. C'est la coordination qui pose... Ouais. Parce que moi, c'est juste faut le porter le projet, quelques semaines que Tutelle a accepté que je fasse les réunions sur mon temps de travail. En fait. Et il y a un blog également Ampli, où là, après, ça dépend, mais par exemple, les collègues qui participent de la Bibliothèque de Lyon qui participent à Ampli, c'est bien cadré avec la direction que c'est sur leur temps de travail. Parce que le blog, en fait, on a un calendrier de publication des articles, on repose sur le bénévolat des gens à participer ou pas. Donc, après, on peut rédiger un article au boulot si on a le temps. Non, c'est chez soi aussi. Donc c'est mi-bénévolat, mi-pro. C'est vrai que c'est un statut un peu bâtard, comme... Ou alors il faudrait qu'une bibliothèque accepte de prendre en charge ça, mais... Pardon? Un appel est lancé. Ou la bibliothèque qui regroupe 14 bibliothèques sur 40 dans la programmation. Le problème, c'est qu'on est Lyon aussi, nous. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une convention en plus. Oui. On a rendu la com. Vaut peut-être mieux pas passer par la com de la bibliothèque de Lyon. En tout cas, c'est vrai que nous, on est vraiment sur un territoire de la métropole. On a beaucoup de sollicitations, par exemple, alentour en fait. Ce midi, alentour, la collègue de Vienne nous demandait est-ce qu'on peut en faire partie ou pas. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix de limiter pour essayer justement qu'il y ait d'autres dynamiques qui se créent sur les territoires. Parce qu'on parle de territoire, c'est vraiment lié à la musique locale, au territoire, mais c'est pas... Et puis faire grossir la programmation, le périmètre sans faire grossir l'association, ça va devenir tendu quand même. C'est une qui pourrait attirer même Synthé ou bien sûr. Mais en fait, on leur dit non, parce qu'on peut le faire, il faudrait qu'ils le fassent. Comme vous dites, ça repose quand même sur des gens qui ont envie de faire. Par contre, je peux vous dire que vous avez fait des émules, parce que on vous a copié en 77, on a fait le festival Boxon 77. Seine-et-Marne, région parisienne. Sur le même principe, des groupes locaux, il y a même eu des conférences musicales avec des artistes. Et même problème, ça a été pris en charge par la BDP et la commission discothèque de la BDP. Donc pareil, sur des volontés humaines avec un tout petit budget en com. Et le nerf de la gare, c'est la com. La com, elle est diffusée que dans les médiathèques participantes en fait. Donc voilà, il y a des affiches, il y a un petit programme. Et ça repose sur un flyer à 5 quoi. Et le souci de ça, c'est que c'est un peu noyé dans le reste de la com de tout ce que font les médiathèques. Donc on a pu faire qu'une édition. La première édition, il y avait une bonne dizaine, une douzaine peut-être. Après, c'est une évolution qui est quand même progressive. Ampli, je dirais maintenant à son rythme de croisière, mais ça a été... 40 événements, c'est énorme. Oui, mais au début, c'était pas 40, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Donc, on a un territoire qui s'y prête aussi. Oui, bien sûr. C'est tout de même. C'est que des locaux. C'est vraiment au départ, c'était pour la promotion de la scène locale. On a fait ça. Et même, nous, je pense que dans chaque médiathèque, plus ou moins, on a un petit fonds. Je sais pas, ça se fait beaucoup scène locale et ça permet de bien faire le lien au moment du festival. Et pour rebondir sur ce que tu disais, François, c'est ça ? Sur l'un des nerfs de la guerre, c'est effectivement la communication. Tu peux faire un super concert avec une rockstar qui vient chez toi, si tu communiques pas autour, tu n'auras pas de public. Et l'avantage aussi de passer par des SMAC, un partenariat avec une SMAC, c'est que nous, on s'en est rendu compte. Alors, autant nous, à la bibliothèque, on pouvait faire notre communication qui elle-même était noyée dans des masses d'informations. Enfin, vous rencontrez cette problématique, j'imagine, pour chaque événement. Autant la SMAC faisait aussi sa communication autour de ces événements, de ces showcases dans les bibliothèques, qui l'intégrait dans sa programmation. Et du coup, ça nous ramenait... en plus, eux, ils ont une communication qui est beaucoup moins institutionnelle, on va dire, qui donne envie, peut-être, qui est totalement différente, en tout cas, de ce qu'on peut proposer parfois en bibliothèque, et qui touchait en plus un autre public. Je sais que ça ramenait aussi beaucoup de public, en tout cas, hors
hors public de la bibliothèque dans les lieux à ce moment-là. Mais c'est ce que tu disais ce matin, c'est-à-dire qu'avant la nouvelle bibliothèque, il y avait des gens de l'Antipode qui ne savaient pas qu'il y avait de la musique dans la bibliothèque juste à côté, parce qu'on n'est pas forcément identifié par beaucoup de personnes comme une structure musicale. Tout l'intérêt, effectivement, de s'associer avec des salles de concert, etc., pour profiter aussi de leur communication, qui cible vraiment un public déjà qui a une appétence pour la musique. Voilà. Et qui découvrait qu'on avait des fonds musicaux finalement assez sympas en bibliothèque, qu'on proposait des offres numériques parfois, qu'on proposait tout un panel qui pouvait, eux, parfois pas contenter la majorité, mais en contenter certains. Alors, la problématique, c'est quand moi je suis dans le Jura en zone rurale, j'ai pas de salle de concert, donc j'ai pas de relais à attendre de ce niveau-là. Il n'y a pas de festival non plus sur le territoire Si, quelques-uns, mais on n'a pas de scène fixe. Bien sûr. Et donc il y a des choses à créer. C'est compliqué. Là, il faut que la bibliothèque soit le lieu de concert, effectivement. Mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, on a du mal à être identifié comme une structure musicale, parce qu'il y en a plein, parce que le réseau musical est déjà hyper dense. Par contre, dans des petites communes où il n'y a pas de scène musicale, la bibliothèque a une légitimité à le devenir. Voilà. Après, effectivement, ça nécessite un peu de moyens, de maîtriser les choses, voilà. Mais voilà. disait Fabien, ça nécessite des formations. Savoir aussi. Même sans formation déjà. Au départ, on poussait juste un peu le rayonnage, etc. Bon, on a la chance d'être dans une ancienne chapelle, donc au niveau acoustique. En plus, un super cadre alors. On démarchait peut-être les festivals aux alentours. Pour leur proposer, si tu arrives avec une proposition déjà qui pourrait les intéresser. Ou même voir quel est le tissu, les artistes qui sont sur le territoire, etc. Ça peut être... parce que pour les artistes, en fait, d'avoir une chapelle, pour avoir une chapelle, c'est super intéressant. C'est énorme. Un concert de métal en chapelle, par exemple, ça peut être très sympa. Un concert de métal dans une chapelle, ça va. En acoustique, ça se fait beaucoup. C'est chouette, on a fait. Ça peut être une particularité finalement. Après, sur l'autonomie qu'on peut avoir sur des concerts, nous on a fait pas mal de concerts de scène locale avant qu'il y ait ce festival. Et on n'est pas une salle, on a un grand hall, il y a une belle acoustique, ça résonne bien, pas comme une chapelle. Et comme je viens un petit peu de musique actuelle, je suis un petit peu musicien, je connais ça un petit peu. Je suis allé voir ma responsable, je leur ai dit, vous savez, il y a cette petite sono qui est très facile d'utilisation, avec une toute petite table de mixage et puis 2 enceintes que vous montez comme ça sur pied. Vraiment avec une formation minimale, n'importe qui peut l'utiliser. Ça coûte 400-500 €, vous mettez ça sur la table et on peut organiser des concerts en médiathèque avec des groupes. Alors avec des groupes, pas de métal. Après, on a toutes nos contraintes. Des micro-champs et puis quelques amplis. Aussi, c'est pas trop compliqué. Et après, il y a des groupes, quand tu leur dis, voilà, donc on vous branche et puis vous jouez devant les enceintes et il n'y a pas d'ingé son qui va gérer vos retours ou quoi que ce soit. Il y en a qui flippent un peu et puis il y en a qui disent, allez, on y va, on va voir. Et souvent, une fois que tu as fait tes réglages, que le son, que la musique sonne bien, sans être ingé son, pendant les balances, tu te mets devant la scène, t'écoutes, c'est trop fort, c'est fort, et puis c'est tout, et puis ce truc-là il roule tout seul en fait, et ça permet quand même de faire des concerts en médiathèque sur des formules comme ça un peu choquées, c'est pas mal. En fait, il faut faire avec ces contraintes. Tous les établissements ont des contraintes. Donc tu peux faire un concert en 100% acoustique, même pas forcément besoin de sonorisation. Nous, la contrainte par exemple à la part du Lyon, c'est qu'on ne peut pas mettre de batterie. Parce qu'on le fait dans un lieu où le son monte. Et le problème de la batterie, c'est que quand tu commences à mettre une batterie, il faut tout aligner sur le volume de la batterie. Et donc là, c'était pas possible. Donc, il faut faire avec les contraintes de nos lieux, contraintes de nos publics, de nos tutelles parfois, ou de notre hiérarchie. Mais il y a toujours des formes qui sont envisageables, quoi. Et le 100% acoustique, il y a plein de bibliothèques qui commencent comme ça. Surtout dans une chapelle, c'était fait pour ça. Bah oui, tout à fait. J'ai jamais pas lu ce qu'il dit, j'avais rien, j'avais 2 prises de courant. Pour de l'acoustique, c'est même pas utile. Et ouais, c'est encore mieux. Vraiment pas se poser.
Après, ça peut être aux musiciens de s'adapter aussi. C'est pareil, on a un son qui monte un peu comme ça. Alors, on l'a fait une fois vraiment en électrique, ingé son et tout, groupe de reggae, et la limite était là, hein, clairement. Clavier, batterie, vraie batterie à 100%, c'était pas possible. Par contre, on a un musicien qui est venu, qui pour le coup s'est adapté. Il a joué avec des baguettes chinoises, des baguettes pour manger. Il avait une toute petite grosse caisse où t'en as qui jouent avec ce qu'on appelle des fagots aussi. Oui, c'est ça. Ils vont mettre peut y avoir pour effectivement étouffer le son de la batterie. Ouais. Et même pour le musicien, c'est un exercice aussi de jouer différemment, de jouer plus feutré. Ça nous est arrivé effectivement qu'un groupe nous dise on va monter un set spécialement. Quoi. Voilà. Et on le réutilisera en tout cas pour d'autres lieux qui nécessitent de. Voilà, et en mettant un tapis, nous une fois on avait fait un concert, moi j'étais pas dans cette fois-ci, mais on avait mis, il y avait une batterie et on avait mis un tapis sous la batterie. Parce que dans notre salle, nous, ça fait aussi, il y a une résonance aussi. Et ça s'est très bien passé parce que nous, où je suis à Beaubreuil, là, nous on le fait dans la salle disco et vidéo, donc comme on pousse les meubles parce que c'est pas une salle de concert. Et quand il y a des concerts, on leur demande aux musiciens d'amener la sono. On leur dit parce que nous on n'a rien. Voilà. Et ils amènent leur sono et ça se passe très bien. Les prestats clés en main. Et pour rebondir, c'est exact. La musique en médiathèque, c'est pas non plus que des concerts, il peut aussi y avoir de simples rencontres. Oui. On peut avoir un échange avec le musicien intervenant artiste qui raconte son parcours, sa manière de composer. C'est ce que l'on parlait avec 45 tours. Voilà, tout à fait, qu'on peut développer dans des parlements de 45 tours, et qu'il agrémente de 2-3 titres qu'il peut chanter comme ça de manière assez simple et dépouillée, et ça fonctionne aussi bien. C'est complémentaire au concert où là il y a vraiment tout un appareillage qui est plus lourd. Il ne faut pas se limiter uniquement à la Non, mais je pense qu'on a montré effectivement différentes propositions, c'est-à-dire la rencontre privilégiée, on va dire, entre un artiste et son public, qu'il n'a pas l'habitude de faire. Effectivement, il y a la possibilité de la représentation, mais qui n'est pas le seul truc. Il y a le propos d'avant-concert, il y a plein de choses effectivement différentes à faire. Même à Lyon, il y a on s'est associé au Transborder, qui est une salle qui a fêté ses 30 ans et qui a développé un site pour ses 30 ans où ils essayent de recenser tous les concerts, les billets de concert, etc. et tout numériser. Là, on joue notre rôle de bibliothèque et de quasiment de documentaliste en allant plonger dans les archives des journaux pour reconstituer la programmation, etc. On peut aussi participer comme ça. Il y a plein de choses, effectivement, plein de formes très très différentes. Nous, on fait des conférences un peu sur le modèle que tu dis, conférences musicales des artistes. Alors la commune gère aussi une salle de spectacle. Après, ils ce matin pour la peine, classique, jazz. Et donc ils viennent faire une conférence, on leur donne carte blanche aux musiciens pour raconter leur parcours. Voilà, c'est ça. Carte blanche comme ça peut être très varié. Oui, ça peut être la rencontre autour d'un instrument. Si un instrumentiste vient, elle peut présenter un peu. Absolument, il y a même des profs de musique qui sont venus comme ça. Et avec la salle, ce qu'on a proposé, alors plus large que la musique, c'est donc la programmatrice de la salle demande à tous les artistes qui passent de nous donner les coups de cœur culturels, les œuvres qui ont pu vraiment affiner, les marquer dans leur art et dans leur influence là, ouais. Et donc ça, on a les œuvres, c'est des bouquins, c'est des films, c'est des CD. Des albums qu'on a et donc sélection, portail, mise en valeur sur le portail, soit carrément c'est par des liens internet et ça peut faire des choses très très variées, soit très courtes, soit beaucoup plus longues. Il y avait des choses qu'on a souvent du mal à mettre en avant en bibliothèque au niveau artistique, type prestation éphémère d'artistes contemporains. C'est rigolo, il y avait quelqu'un comme ça sur un spectacle qui était vraiment fan de ça, même de fringues, de tenues de sport. Et je m'étais retrouvée à faire un article hyper varié, avec de la musique, de la danse, de tout. Et je trouve que c'était une vraie richesse et qui apportait une plus-value à ce qu'on propose déjà. Et puis avec la légitimité de l'artiste à conseiller d'autres choses. C'est ça, et je trouve que c'est toujours inspirant de savoir ce que les artistes, ce qu'ils ont eux-mêmes inspiré. Ouais. Tu es pleinement dans ton rôle là en plus, pour le coup. On a à Lyon. Tu es pleinement dans ton rôle en plus en faisant ça. Et voilà, c'est ça. Un peu la bibliothèque de demain, peut-être. Les passerelles entre les différentes
À Lyon, on a 2 formats un peu comme ça. On travaille justement avec les salles de concert. On a une émission de radio une fois par mois qui est diffusée sur l'antenne locale de Nova, où en gros on invite un artiste qui est programmé dans une salle. On a des partenariats avec les différentes salles et on fait venir dans nos collections. Alors nous c'est une grosse collection de 100 000 vinyles, mais ça peut se faire aussi sur une collection de CD. Et en fait ils viennent choisir 15 titres dans la collection de vinyles, avec des critères, les critères qu'ils veulent, parce que quand tu es au milieu de 100 000 vinyles, voilà. Donc il y en a qui choisissent pour la pochette, d'autres parce que c'était le truc de leur enfance, d'autres parce que c'était leur formation musicale, etc. Et on les interviewe et on fait une émission d'1 heure, une fois par mois. Mais du coup, c'est de la prescription par l'artiste. Donc, et ça, après, on profite en plus de la radio locale, qui est Nova Lyon, la sélection. Et c'est écoutable sur Internet? Alors l'avantage, c'est qu'une fois que c'est diffusé sur Nova Lyon, c'est récupéré en podcast sur le site de Nova, sur Deezer et sur Spotify. Et l'autre format, c'est l'Opéra de Lyon, qui ont ils ont un programme parallèle, une autre structure parallèle qui s'appelle l'Opéra Underground, qui est du coup pas sur le classique, mais plutôt sur les musiques du monde, sur le jazz, sur de la musique contemporaine, des choses un peu plus recherchées. Et ils organisent des rencontres qu'ils appellent le disque du siècle, où en fait un des artistes qui est programmé choisit un disque. Il y a une écoute intégrale du disque en public dans l'auditorium de l'Opéra Underground, et il dit pourquoi, le contexte, etc. Et ils font ça sous forme de vidéo YouTube, et ils vont remettre à l'écrit tout ce qui s'est dit là, et nous on le diffuse sur notre propre site. Donc c'est une forme de partenariat où, pour optimiser la diffusion de ce qu'ils font de leur côté, on réutilise le contenu écrit de ce disque du siècle. Je trouve ça génial comme ça peut être payant parfois l'intervention de l'artiste qui va faire sa sélection. Ah bah oui, bien sûr. Mais parce que là encore une fois, on n'est pas forcément identifié comme une structure musicale, mais parfois on a quand même des usagers qui ne nous reconnaissent pas, même une légitimité en termes de connaissances musicales. J'ai encore eu une lectrice l'autre jour qui s'est sentie obligée de m'appeler Xenakis. Voilà. Donc, par contre, quand c'est un artiste qui le fait, la légitimité, elle est toute faite. Voilà. Et ça peut se faire effectivement en partenariat comme ça, dans un fond de CD. Je veux dire, le disque du siècle, ça peut même être un format réutilisé en bibliothèque. Une écoute intégrale d'un disque en public, avec une remise en contexte et pourquoi il a choisi ce disque-là, je trouve ça super intéressant. Je suis un peu vert de ne pas avoir eu l'idée avant lui, quoi. Je me rappelle avoir fait une intervention avec un luthier qui réside sur la commune où je travaille, qui est venu présenter son travail de luthier, donc violon, violoncelle, et qu'il avait accompagné avec la venue d'un violoniste de l'orchestre symphonique des Pays de la Loire, qui a justement mis en application ce qu'il pouvait dire en tant que luthier, en faisant une démonstration immédiate devant le public, et ça c'était une vraie interaction qui a bien fonctionné. Ah oui, parce que c'est des rencontres privilégiées qui n'existent pas ailleurs. Voilà. C'est un format qui n'existe pas ailleurs. Tout comme les artistes souvent nous disent après de certains showcases en fait c'était vraiment une expérience pour eux aussi de jouer parfois devant un public comme ça. Il y en a qui sont après demandeurs en disant mais c'est génial. C'est génial. En tout cas c'est bien. C'est une autre ils ont pour eux ça leur donne aussi une autre vision aussi de leurs chansons, certains, ça leur permettait de tester leurs chansons, etc. En fait, de leur demander de jouer le matin, des fois, c'est une expérience pour eux. Et de jouer sans bière autour. Oui, il y a eu ça, effectivement. Nous, quand il n'y avait pas concert, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une émission de radio et où on invitait, ça avait été une fois le directeur de l'Opéra de Tours et le directeur et la programmatrice de la SMAC. Et on allait en réserve avec eux voir les vinyles, ils choisissaient 10 et puis c'était une espèce de battle entre les deux. Pourquoi j'écoute ça, pourquoi je mets ça. On a fait la commune de vacances. Ah bah c'est vrai, c'est passé. C'était un truc et c'était en public, dans la bibliothèque, le samedi. C'était remis après sur le site de la bibliothèque et diffusé à la radio et rediffusé aussi. Donc c'était... Ouais, c'est des formats qui sont... Oui, c'est vrai que c'est un partenariat, ça, qui est tout simple à mettre en place, effectivement, avec n'importe quelle salle de concert. Et ce qui a permis, le contact, il ne se connaissait pas, bon, il a été viré après le directeur. Sa programmation n'était pas terrible. Mais
l'opéra et la SMAC n'avaient jamais bossé ensemble. Et ils ont bossé ensemble après. Oui, parce qu'on dit que c'est difficile de travailler parfois avec les autres structures, mais entre eux, ils ont aussi beaucoup de mal. On parlait des histoires de calendrier ce matin, avec des temporalités qui sont très compliquées. Alors, vrai que ça nécessite d'avoir à la fois de la réactivité et de la souplesse pour travailler avec les structures de musique actuelles. Parce qu'ils ne font pas des programmations 1 an à l'avance. Mais à contrario, moi, la structure avec laquelle c'est le plus difficile de travailler, c'est l'auditorium. Alors qu'ils font une programmation 2 ans à l'avance, qui sont à 200 mètres de la bibliothèque. Donc c'est parfois, même les questions de calendrier font que... Les raisons de cette difficulté, c'est quoi? Alors je pense qu'il y a des problèmes d'organisation à leur niveau. C'est très très compliqué l'organisation du... Moi j'ai l'impression d'avoir 4 interlocuteurs différents à chaque fois. Donc voilà, mais on n'arrive pas à trouver le truc, quoi. Et les artistes lyriques, ils ont une... C'est encore plus compliqué. J'ai bossé à l'opéra aussi. Et les artistes lyriques, ils ont un booking qui est encore plus compliqué que, que dans le rock'n'roll, que dans les musiques amplifiées, quoi. Je veux dire, Puis il faut être un peu, il faut prendre des habitudes. Moi je sais que je sollicite pas pour l'émission par exemple dont je vous parle, je sollicite les artistes qui sont en concert, mais en gros je vérifie s'ils ont un jour off la veille ou le lendemain, parce qu'effectivement sinon ils sont en tournée, ils ont entre les trajets entre les villes, les balances, etc. Ils n'ont pas forcément le temps. Donc c'est vrai que c'est pas la peine non plus de s'épuiser à solliciter les salles de concert et les artistes quand on voit qu'ils ont déjà un calendrier hyper dense, quoi. Donc il faut avoir un peu ces réflexes-là. Ils sont rémunérés les artistes quand ils viennent faire cette sélection? Pas du tout. Non. Alors, attends, là tu parles de ce truc juste pour la radio, c'est ça? Ouais. Là on a fait jeudi, je fais Malik Joudi qui passe en concert jeudi à Lyon. On a fait Fakir vendredi dernier. On a fait la colonie de vacances un mois avant. Et donc ça, c'est des artistes qui sont en concert sur Lyon, Ouais. et ils viennent dans les collections, c'est ça? Ouais. Les gratos, ils viennent faire l'émission. Ils viennent dans les collections, ils choisissent 15 disques, ils commentent leur choix, et après, nous, l'émission, elle est montée et diffusée le premier dimanche de chaque mois. Et du coup, pour rentrer en contact avec eux, c'est via la salle. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'après, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme les showcases. Au début, quand on faisait des showcases, on allait chercher les artistes, on leur demandait, etc. Maintenant, on est obligé de mettre un système de sélection, tellement on est sollicité. Voilà. Et là, c'est pareil. La personne avec qui je fais Malik Joudi, en fait, c'est une responsable presse qui a du coup un catalogue d'artistes. C'est elle qui m'a proposé Malik Joudi, c'est elle qui m'a proposé la colonie de vacances, parce que j'étais passé par la salle de concert pour General Electric au mois de décembre. Et il a adoré le truc, et du coup maintenant systématiquement quand ces artistes sont en concert à Lyon, elle leur propose de le faire. Ouais, ils connaissent les artistes, les goûts qu'ils peuvent avoir, tout ça, l'appétence qu'ils ont pour... Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un panel d'artistes tellement large. Alors après, la seule contrainte, c'est que c'est quand même diffusé sur Nova. Donc il y a malgré tout une ligne éditoriale qu'il faut à minima respecter. Quand This Is La Peste a choisi du Laurent Voulzy, ils ont un peu tiqué. Voilà. Mais après, moi j'ai trouvé ça super, quoi. Il disait que c'était ce qu'il écoutait quand il était gamin avec ses parents. Voilà. Mais après, on a quand même pu faire avec le directeur de l'auditorium, on a pu faire des choses très différentes, quoi. Alors, je vous avoue que le Covid a été compliqué, hein. C'est comme il n'y avait plus de concerts. Donc là, ça a été beaucoup d'artistes locaux. C'est toi qui montes l'émission ? Je travaille avec un DJ, en fait on a fait le projet ensemble qui s'appelle Schnozzi et qui monte l'émission. Et c'est un DJ que tu payes pour... Il est rémunéré lui, ouais. C'est vrai, pour reparler des contraintes de calendrier, tout ça, ou d'annulation, moi par exemple pour le JDM, la première année j'avais annoncé des trucs et puis ça s'est annulé. Comme les artistes ils sont pris dans la logistique, il y a des fois ils arrivent à la bourre ou les balances sont en retard, etc. Donc maintenant, en fait, on joue là-dessus. Moi je dis, il va y avoir, je sais qu'il va y avoir quand même 1 ou 2 groupes qui vont venir, et jusqu'à l'avant-veille, on ne sait pas, mais ça marche en fait. Tu tournes de manière en disant, ah ouais, on aura peut-être, on ne sait pas et tout. Et donc, bon, sauf que pour Trio, ça a été relativement simple, parce qu'ils sont venus avec du matos, ils sont venus avec tout, enfin ils ont installé leur truc, mais et puis ils avaient prévu c'était pour la sortie de leur dernier album, donc ils voulaient faire un petit showcase comme ça. Mais sinon c'est vrai que je m'en sers en fait, en disant venez, du coup les gens ils viennent et puis justement on crée cette curiosité. Parce qu'ils savent que ça va être un bon moment en fait. Ça nécessite effectivement aussi un peu de souplesse, parce que faut vouloir
aller à Faisin à 9h du matin, récupérer 4 personnes de la colonie de vacances qui ont passé la nuit dans le tourbus, hein, ou travailler le dimanche. General Electric, il avait le concert le samedi soir, il pouvait enregistrer que le dimanche, et ben voilà. Je suis allé à la bibliothèque le dimanche. Ouais. Mais ça reste l'exception. Ça reste l'exception. Ouais, j'avais demandé à mon directeur, il avait refusé au début. J'ai dit mais je suis prêt à venir, où est le problème quoi. T'es prêt à le faire bénévolement? Ben oui, c'est pas payé plus, mais... Donc voilà, parfois effectivement, il y a des contraintes. Moi, il faut accepter aussi les contraintes du milieu musical. Exact. C'est pas les mêmes. Comme l'animation, bah voilà, en SMAC, quand on faisait les blind tests, c'était le soir. Et c'était tes heures de travail habituelles. Mais alors, ce qui était bien, c'est qu'en plus, au début, on en avait fait, c'était sur notre temps libre, et en fait, à la fin, ça c'était un peu institutionnalisé, entre guillemets, où la bibliothèque nous décomptait ça en heures supplémentaires. Ah oui. Et en plus, on avait la place offerte, et on avait le backstage, enfin, c'était vraiment, on n'avait que des avantages. Enfin, c'était prêt à le faire gratuitement. Tickets boissons. Tickets boissons, non, c'est... Open bar. Pensez-y. Il y a un autre format qui peut être intéressant, c'est quand on travaille avec une salle, c'est qui mixent leur programmation bibliothèque, donc soit sous la forme d'un DJ set, soit sous la forme d'une séance d'écoute un peu commentée. Il y a à Lyon, c'est les Nuits de Fourvière, qui est un gros festival qui se passe de juin à fin juillet. En fait, dans une bibliothèque du 5e arrondissement, puisque les lieux de représentation sont dans le 5e arrondissement de Lyon, en fait, ils font un blind test chaque année sur la programmation et ils offrent des places en fait aux usagers du blind test. Et là encore, les Nuits de Fourvière, ils n'ont pas besoin de nous. Sur Faisin, qui est une salle de musique actuelle aussi à proximité de Lyon, dans la banlieue lyonnaise, et sur la commune, il y a une bibliothèque, sur une commune de 11 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. Et systématiquement, il y a des présentations de saison, de la saison de l'épicerie moderne, donc de la salle, à la médiathèque. Et les collègues, eux, ont opté pour la sieste musicale, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, une de leurs siestes musicales est dédiée à la programmation de l'épicerie moderne. Chaque année ou plusieurs fois par an, je ne sais plus si c'est trimestriel ou quoi, mais en fait, c'est leur manière aussi de présenter la programmation dans les bibliothèques. Et puis sur les festivals, il y a aussi des trucs qui peuvent être bien, c'est d'aller sur les festivals en tant que bibliothèque. Nous, sur le festival Nuit Sonore, pendant très longtemps, on allait sur le festival. Alors c'était le mini sonore qui était destiné aux enfants, donc on mettait à disposition des collections jeunesse, etc. Et il y a aussi, alors c'est dommage, le festival n'a duré que 2 ans, un festival qui s'appelait Rouler Jeunesse, qui associait vélo et musique sur un vélodrome au parc de la Tête d'Or, et en fait le bibliobus allait sur le lieu du festival. Voilà. Donc être présent parfois physiquement sur un festival, ça peut être aussi intéressant. Ouais, on l'a fait pour Woodstower aussi avec le bibliobus, c'était pas vraiment une réussite. Ah, c'est pas le même public. Ouais. L'après-midi sur la plage avant que le concert enfin c'est un lac, il n'y a pas la mer. L'après-midi sur la plage en attendant que les concerts commencent, et il y avait tous les festivaliers. Un peu éniché. C'était un peu la rouille. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, Rouler Jeunesse, c'était quand même c'était un festival très un peu select et puis très familial, donc ça fonctionnait bien sur. Alors parfois les festivals de musique peuvent nous faire des propositions autres que musicales. Alors c'est pas qu'on veut pas la musique ou qu'on n'a pas réussi pour le moment, mais il y a un festival qui s'appelle Kernunes Pagan Fest, qui n'est pas programmé par la scène nationale, mais qui investissent les lieux, on va dire, ils louent quoi. Et c'est autour de la culture pagan metal, donc... Avec un nom pareil aussi, voilà. je peux dire. Donc mélange de musique folklorique traditionnelle, folk scandinave et de gros sons. J'imagine que vous avez une collection de plusieurs milliers de disques. Oui, totalement, ouais. Non, par contre, en amont, on voit la programmation et on acquiert des choses qui vont être programmées au festival. Et on s'est entendu. Alors là c'est vraiment la programmatrice qu'on va contacter. Donc c'est pour ça que cette idée de contacter les tourneurs, et effectivement c'est plutôt pertinent parce que là c'est un peu le cas. C'est elle qui organise, en tout cas les organisateurs. Donc on s'est mis en contact directement, voir ce qu'on pouvait faire. Et dans le global de tout ce qu'ils proposent, ils proposent des comptes aussi. Et donc maintenant on a droit à un compteur, une compteuse, plusieurs, qui viennent le samedi après-midi, ce qui a été compliqué
c'est de mettre ça en place, à savoir qui va venir, à quelle heure, etc. Donc maintenant, on a fixé 1 heure, et après, on voit qui vient. Pour la com, on sait que voilà, à 14h, le jour du festival, il y aura des comptes à la médiathèque. Oui. C'est des comptes Metal Pagan. Ouais, c'est ça. C'est des comptes un petit peu de... Les enfants repartent effrayés. Avec un sacrifice de bélier à la fin. Et après, on va tous brûler une église. Ça peut être adulte, ça peut être... Ouais, dans la déco, souvent. En plus, le festival prête un petit peu de déco, une pochette, une petite tenture qu'on met devant l'ascenseur. T'as un pot dans des crânes après. Un thé dans des crânes. C'est les acteurs de l'ombre. Ah non, c'est pas Pagan. Non, je suis en région parisienne, c'est pas la même chose. Beaucoup de ces festivals sont subventionnés par de l'argent public. Et dans ce cadre-là, ces subventions sont pointées sur des actions culturelles et les médiathèques peuvent tout à fait bénéficier de ces actions culturelles-là pour penser qu'en fait on n'est pas seulement dépendant de leur bon vouloir, mais qu'ils sont aussi redevables du service public. Pour mettre en place leur... oui, c'est ce que... Tu as tout à fait raison là-dessus. Les SMAC aussi, ouais. C'est des convergences d'intérêts. Du moment où il y a des financements publics... Il faut faire valeur aussi. Il ne faut pas arriver humble toujours à dire « Ah oui, vous êtes des gros trucs, nous on n'est rien ». Non. Aussi, ça peut les arranger, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis surtout, il y a quand même beaucoup de festivals sur des territoires qui essayent d'avoir aussi une légitimité culturelle. Il faut aussi jouer là-dessus. Ça, ouais. Parce que plein ont l'image de ce truc Afrique où on vend de la bière, où le contenu culturel devient un peu accessoire. Tu parles de bibliothèque là, non. On ne vend pas de bière. Donc voilà, ça peut être effectivement une porte d'entrée. Et tu as tout à fait raison, du moment où il y a un financement public, ils sont aussi redevables en termes de collaboration avec d'autres structures publiques, de financement d'actions gratuites ou ce genre de choses. Et les bibliothèques proposent malgré tout ça. Moi je suis sur Angers, puisque je suis sur une commune en périphérie d'Angers. C'est pas de la musique, c'est un festival du cinéma premier plan. Dans ce cadre-là, effectivement, on a même des groupes de lecteurs de la médiathèque sur le festival de cinéma et on leur montre un peu le fonctionnement du cinéma et on peut faire la même chose sur un festival musique. T'es sur quelle commune? Les Poncé. Ah, au Poncé, ok. Ouais, j'ai fait mon stage au Poncé. Ah bon? Des années de ça. D'accord. Refermons la parenthèse. On va vous laisser. Ouais, j'avais connu Blandine, je crois. Non. Si c'était. Non, je te dis ça parce que j'y suis depuis le début. Ah ouais. Mais tu as beaucoup changé. Moi aussi j'ai changé. Ouais. D'accord. C'était en 2003. 2002. D'accord. C'était ton stage de 3e. Ah ça c'est une claque. Est-ce que vous avez d'autres expériences? Ouais, alors j'ai une petite expérience. En fait, moi je travaille à la médiathèque départementale de la Haute-Garonne, plutôt dans les musiques actuelles. Et donc en fait, on ne s'occupe pas du tout de Toulouse en fait. Donc du coup, il y a vraiment une dissociation entre les deux entités. Donc on se retrouve avec un territoire beaucoup plus rural. Et donc je suis en grosse galère en fait, pour pas dire pour promouvoir en fait les musiques actuelles. En fait, tout ce qui touche au rap ou à la techno, ça devient un peu c'est hyper compliqué. Donc on a une structure qui s'appelle Mediasic en fait, qui organise en fait une sélection de groupes de musique locale qui va jouer après dans les médiathèques, mais du coup j'arrive pas trop à m'y retrouver parce que j'ai l'impression que c'est déjà des groupes qui sont déjà plus ou moins au courant de ce qui se passe en fait, quoi. C'est-à-dire que moi je suis plutôt du milieu des squats et tout ça en fait, et donc du coup tous ces gens-là sont pas du tout au courant, quoi. Il y a vraiment des structures qui sont vraiment dissociées, en fait tous ces gens-là ils savent même pas que ça existe, quoi. Et donc du coup j'ai du mal à me retrouver dans la programmation. Dans la programmation, quoi. Et du coup j'essaye de promouvoir un peu donc avec des ateliers sur la naissance du hip-hop ou des choses comme ça, ou faire des ateliers de musique avec la musique électronique ou des choses comme ça, mais niveau programmation, en fait, dans vraiment des petites structures, on se retrouve avec des personnes qui sont plutôt bibliothécaires, qui n'ont aucune connaissance de la musique, et du coup je suis là, je leur explique, et je vois bien qu'ils prennent pour un alien, quoi, un peu, quoi. Et du coup je me dis c'est quand même un peu dommage. On est en 2022 maintenant, les musiques actuelles sont vraiment les musiques les plus vendues actuellement en France, quoi. Et on arrive dans des petites structures où, voilà, si on ne fait pas de la chanson française, alors le rap ça va se cantonner au slam,
Et sur le réseau, tu n'as pas identifié une ou deux bibliothèques avec qui ça serait plus simple? Il y a peut-être quelques-unes, moi ça fait pas très longtemps que je suis là-dedans. Parce que souvent il faut initier comme ça par quelqu'un qui a un peu un répondant. Après, le rap, ça peut être intéressant de l'associer aussi à un discours un peu plus historique pour montrer qu'il y a quand même une légitimité culturelle au rap. C'est ce que je fais un petit peu, je fais des ateliers, enfin des initiations en fait. J'ai fait des interventions dans des collèges où je raconte un peu la naissance du mouvement hip-hop. Voilà. Mais je pense qu'en bibliothèque, ça serait bien d'associer le concert avec ça, c'est-à-dire de faire les deux, et pas du coup se contenter juste du mode conférence ou. Voilà, c'est ça, c'est faire venir aussi cette musique-là dans des territoires un peu plus reculés, parce que du coup, on n'a pas de. Tu peux rappeler la conférence aussi. Dès qu'on essaye de faire des choses avec Toulouse, donc en plus il y a des guéguerres entre métropole, département, donc après on arrive sur des trucs politiques. Nous en plus on est quand même une structure départementale, c'est pas ouvert au public, donc on peut pas vraiment organiser de concerts chez nous, même si on a fait quelque chose pour la fête de la musique. Mais vu qu'on est dans une zone d'activité, en fait, il n'y a que des gens qui bossent chez Thales ou chez Airbus, donc une fois qu'ils ont fini de bosser, ils rentrent chez eux. Donc c'est très compliqué d'organiser des choses. Donc j'essaye de batailler sur les musiques actuelles, mais en leur disant... Je crois qu'il faut quand même trouver une ou deux bibliothèques sur ton territoire qui seraient... que tu sens un peu plus ouverte à ce genre de choses, parce qu'après... Le seul, c'est la prison de Toulouse, je peux dire pour faire un atelier, donc... pourquoi pas, ouais. Oui, voilà, mais... Et sur l'électro, ce qui fonctionne bien, c'est le côté atelier participatif, quoi. Oui, c'est-à-dire faire manipuler les gens, quoi. Là j'ai fait ça, mais à mon compte personnel. Parce que c'est vrai que sinon un set techno dans une bibliothèque le samedi après-midi, sans drogue, ça peut paraître un peu. C'est compliqué, mais voilà comment faire vivre ces musiques-là en fait dans des territoires un peu reculés, quoi. Alors il y a un truc qu'on avait fait il y a quelques années qui avait aussi super bien marché, quelques années maintenant, ça commence à faire longtemps, c'est que par rapport à toutes ces contraintes de lieux, etc., on faisait des concerts au casque. Ouais. Il existe des dispositifs, c'était une cage en verre dans lequel on mettait un ou deux musiciens, pas plus. Et autour, c'était diffusé au casque et les gens se mettaient... Alors là, c'est super, on a de très belles photos dans les salles de lecture et de travail de cette boîte en plein milieu où les gens bossent et puis à côté des gens couchés par terre avec le casque. C'est très sympa. Très insonorisée cette boîte. Oui, alors après, c'était plutôt justement du set ambiante ou électro, parce que du coup, ils ont besoin juste d'un ordinateur. On en avait un ou deux qui avaient une guitare acoustique. Mais effectivement, on mettait pas de... on mettait pas un groupe de métal dans une boîte. Non, mais en dehors de ça aussi, je vois vraiment une volonté aussi des personnes à ne pas s'intéresser en fait aux musiques actuelles aussi. Voilà, et là je peux pas faire grand chose. C'est-à-dire que je me heurte un peu à des personnes qui sont pré-retraite déjà quasiment. Il y a vraiment un public très vieillissant de médiathèques, de personnes qui travaillent. Ont été plus ou moins forcés en fait, j'allais dire, on a transformé des bibliothèques en médiathèques. Et voilà, on se retrouve avec des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la musique et qui sont toutes très vieilles. Donc, contre ça, il n'y a pas... c'est même pas un problème d'âge, c'est vraiment un problème d'envie, de volonté. Voilà, et bon, quand même, moi, je connais aussi des beaucoup plus jeunes qui sont dans ce... Oui, c'est sûr, mais voilà, dans tous les cas, il y a vraiment un désintérêt, j'allais dire, un peu de musique actuelle. Bien sûr. Après, s'il n'y a pas de volonté, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Du bruit, en fait, voilà, dès que ça fait un peu de bruit, on conseille de ne pas le faire, en fait. Ils étaient peut-être vieux, très jeunes. Oui, je pense que c'est ça. Ou alors, je schématise un petit peu, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'on arrive avec beaucoup de personnes qui vont arriver à la retraite quand même. Et qu'est-ce qu'on fait après? Pierre, dans 2 ans, hein, comme il a fait son stage en 2003. Avec les réformes qui nous attendent. La BDP offre aussi, parce que j'imagine que vous proposez de la formation à vos bibliothèques, est-ce que c'est pas un moyen de les harponner? Le problème, c'est qu'elles sont très peu intéressées aussi par les formations. Elles ne s'inscrivent pas non plus sur les formations avec les musiques. Surtout les formations avec ces musiques et surtout sur les musiques actuelles. Moi, je vois le problème que j'ai. Donc là, je dois faire une petite conférence sur la musique électronique où je vais raconter un peu l'histoire de la musique électronique, mais voilà, je suis pas sûr. Ça, tu le fais à destination du public ou à destination des bibliothécaires? À destination des bibliothécaires. Mais après, moi, je peux le transformer aussi pour le public. Non, mais c'est déjà bien d'essayer de former les bibliothécaires. Parce que, après, il peut y avoir des révélations. C'est compliqué parce que quand on fait des écoutes, par exemple, on fait 2 fois par an. Enfin là, du coup, avec le Covid, ça s'est un peu moins fait, mais on fait aussi ils viennent 1 fois ou 2 par an. En fait, on leur faisait découvrir des nouveautés. Donc, bon, je faisais écouter beaucoup de rap, alors bon, pas forcément des choses très commerciales. Du coup, je voyais bien que c'est très compliqué en fait. Voilà.
Après, ouais, sans volonté. Ouais, nouveau. Si tu débarques dans la médiathèque avec ton téléphone qui diffuse tout à fait inopinément du Gaël Faye, ça doit peut-être marcher. Gaël Faye, ce sera typiquement le genre d'artiste qui vont Ouais, oui, c'est très bibliothèque compatible. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi j'essaye d'avoir une approche un point différente de ça. Il faut les annonces. Tu montes avec Gaël Faye et tu faut être plus subtil. Le dernier album, tu les fais remonter sur le premier. Donc, comme tu as fait déjà un peu plus. Donc, bon, voilà, c'est une vraie problématique, je trouve qu'on a actuellement. Moi, j'ai toujours du mal à répondre à ça, parce qu'effectivement, ça part du principe de vouloir le faire, d'avoir envie, d'avoir. Voilà. S'il n'y a pas de personne. Pour rebondir, il n'y a pas que dans les petits lieux. De toute façon, on voit que dans des bibliothèques assez grosses comme là où je travaille, on mettait les stars à un moment avec des volumes de prêt complètement déments. Là, c'est encore un petit peu le cas pour les DVD, mais c'est en train de tomber. Donc, c'est des collections entières qui prenaient du fric, qui prenaient de la place, qui prenaient aussi du personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai débuté dans un secteur musique où il y avait 10 personnes. On est 1,8 aujourd'hui. Ah, waouh! Donc, c'est pas particulier à ce moment-là. Et en plus, on ne peut pas s'adosser à cette collection qui tourne et tout, et qui tourne toute seule, et qui permettait aux mêmes gens qui aujourd'hui te disent la musique, à cette époque-là, il y avait des tutelles qui disaient mais ça tourne tout seul votre truc, on va pas mettre les concerts dans la place, on va faire autre chose que faire du prêt. Donc il y a toujours eu cette espèce de, il a toujours fallu trimer pour ça. Mais enfin, on a des collègues, pas que en musique, qui doivent galérer qui ont dû galérer pour la légitimité des jeux vidéo à un moment, de ceci, de cela. Non, mais par contre, moi j'avais une idée, je crois que ça a déjà été fait, il me semble, au musée du Quai Branly, en fait, parce qu'on a une collection qui est quand même assez impressionnante aussi au niveau musique à la BDP de Toulouse, là, de la Belge, là où je suis. Et en fait, ils avaient fait intervenir des artistes électroniques ou hip-hop qui avaient pris les disques pour les utiliser en tant que, pour les sampler en fait. Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une structure qui est sur le territoire de Toulouse qui faisait ça, qui fait Audimat et compagnie. C'est eux qui organisaient ça. Les siestes électroniques, ouais. Ouais, les siestes électroniques. Mais qui faisaient ça aussi au Quai Branly. Oui, où il y avait Pierre Bastien, des gens comme ça qui utilisaient les sons et qui. Et il y a un artiste qui s'appelle Lojak qui avait fait, qui est originaire, qui est français mais qui est originaire du Honduras. Il avait retrouvé des musiques indigènes du Honduras, en fait, d'où il était issu. Il avait fait un disque avec ces musiques-là, en fait. Quoi. Et en fait, moi je me dis, on a un tel choix de musique, pourquoi pas essayer de faire venir les artistes chez nous, même si c'est pas un lieu ouvert au public, mais qui travaillent en fait en résidence pendant une semaine par exemple, et qui ensuite on pourrait restituer en concert en fin de résidence, quelque chose comme ça. Alors je sais pas si quelqu'un a des expériences qui ont été faites un petit peu comme ça dans des médiathèques autour de chez vous. Moi j'aimerais bien une résidence musicale. Il me semblait que c'était une piste aussi, peut-être. Sur un autre level. Oui, c'est autre chose, mais ça fait partie effectivement des possibilités. Valoriser la preuve avec de faire des écoutes au milieu des milliers de vinyles que vous avez, qu'on vous a fait venir des artistes qui parlent, nous on pourrait le faire aussi. Oui, c'est ça, bien sûr, il n'y a pas de... C'est un peu le même esprit, quoi, de faire valoriser un fond, en tous les cas, qui est... Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de structures en France qui peuvent avoir des dizaines ou des centaines de milliers de documents sonores. Alors pour sortir peut-être un peu de la musique, le format qu'on fait de l'émission de radio avec les artistes qui viennent choisir des disques, des collègues le font aussi sur d'autres supports. Mais là, c'est un podcast YouTube où ils invitent quelqu'un du territoire, un libraire, un auteur, etc. à venir choisir plus largement dans les collections littéraires, etc. C'est aussi, Donc là, c'est en vidéo. Alors non, c'est enregistré mais c'est mis sur YouTube parce qu'ils n'ont pas de diffuseur. Ce qui est très bien avec le diffuseur radio, c'est que moi je gère pas les droits SACEM quoi. C'est pareil, moi, enfin, nous on fait une petite émission mensuelle qui s'appelle Zik Libre et Culture, encore je reviens, où je présente la sélection que je fais en saison de musique libre et en plus on parle de la programmation de la médiathèque avec les événements. Donc on explique ce que c'est que la musique Creative Commons. Ouais, là, du moins, tu n'as pas à payer de SACEM parce qu'ils ne sont pas à la SACEM. En plus, de toute façon, c'est en plus sur une radio, c'est pratique. Bah oui, la radio s'occupe des droits SACEM. Quoi. Et du coup, juste pour info, les droits SACEM, ils s'appliquent sur quelle durée de diffusion extrait tu payes quelque chose ça n'existe pas.
l'extrait de 30 secondes sur lequel tu n'as rien à payer. Ça, c'est une légende. C'est une légende. Ça existe, les extraits de 30 secondes, mais ça se paye. Voilà. Après, c'est toute une question de tolérance. Voilà. Je pense qu'on fait tous dans nos bibliothèques des pratiques qui ne sont pas complètement légales. Le risque est tout à fait limité. C'est-à-dire que si un jour on dit ça, tu n'as pas le droit de le faire, tu l'enlèves, et puis voilà quoi. Personne finira en prison, c'est ça? Personne finira en prison. Mais effectivement, tout se paye. Hein. Je veux dire, le répondeur de ta bibliothèque, s'il y a une musique, tu es censé payer de la SACEM. Sauf si c'est de la musique. Sauf si c'est de la musique libre, tout à fait. Et nous, par exemple, pour l'écoute, c'est dans les heures d'ouverture, on paye notre forfait, et c'est là-dedans. Tu as ton volume non, mais la au mètre carré et puis le nombre d'appareils. Est-ce qu'on peut diffuser 30 secondes d'extrait sans avoir associé de la SACEM? Ben non. Dans le cadre de cette émission de Radio. Alors nous, c'est vraiment en intégralité, les morceaux. Parce que comme c'est diffusé sur Nova, c'est Nova qui paye la SACEM. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un diffuseur. Si on n'aurait pas de diffuseur, on ne pourrait pas le faire. En faire des déclarations SACEM systématiquement. Et sur une radio locale, ce serait possible? Ah, c'est pareil, ils payent de la SACEM. Nous, c'est une antenne locale à l'origine. C'est parce que ça appartient à un groupe national que c'est récupéré en podcast, mais c'est diffusé en flux, c'est diffusé sur Nova Lyon, donc le territoire de Lyon. C'est vous qui êtes allé les démarcher En fait, on leur a fait la proposition d'émission clé en main. On est quasiment producteur de l'émission, ils sont diffuseurs. Ah oui, ok. Parce que du coup, vous la montez en amont. C'est ça. Et le DJ qui monte, en fait, il a quoi? Il a un statut de collabore, enfin, c'est quoi son... Il est rémunéré avec un contrat, tout à fait. À l'émission. À l'émission, d'accord. Et après, c'est vraiment un truc qu'on a fait ensemble. Il n'a jamais fait de radio avant. Donc, on a construit le projet et puis on l'a proposé et ça a plu. Voilà quoi. Et il est intermittent, non, il fait ça en plus de son autre activité. Il est payé au museau? Non, on lui fait un contrat de facture sur facture. Parce qu'il travaille, il a un autre métier, il travaille pour un label de dub. Donc il fait passer une facture par son label de dub. Voilà. Nous, ce qu'on fait, l'émission, tous les trimestres, elle est focus sur les sorties locales. C'est-à-dire qu'on présente tous les groupes, tous les albums, ce qui va sortir, et éventuellement le groupe qui va passer dans la semaine, ou dans le mois, ou à la semaine, mais c'est vraiment que les artistes locaux. Nous, c'est vrai que là, c'est différent, c'est parce qu'on a une grosse collection de 100 000 vinyles, mais qui ne sont pas empruntables. Donc c'est un truc énorme, qui est complètement invisible pour notre public. Donc l'idée, c'était de revaloriser cette collection-là. Sinon, on n'en fait rien, c'est sur des étagères. Non. Ce ne sera pas jamais le cas? Alors il y a une partie qui peut être réempruntable, c'est notre ancien fonds de prêt, mais il y a plein de choses il y a des 78 tours, des années 30, etc. Donc on va pas, il y a même des bandes, des pyrales, mais on voulait le valoriser, c'est considéré comme du patrimonial. Et pour le valoriser, on estimait que c'était les artistes qui le feraient le mieux. Il y a aussi le côté exclusivité, t'es artiste, tu peux venir taper des fonds un peu particuliers. Ouais, mais après, c'est très bien parce que les artistes sont un peu comme tout le monde, ils sont un peu feignants. S'il n'y avait pas cette masse, ils viendraient tous avec leur liste déjà toute faite et on aurait la même mission quasiment à chaque fois, quoi. Et donc là, comme ils sont noyés, j'avoue que c'est un peu le bazar. Si tu veux trouver quelque chose de précis, tu ne le trouves pas. Donc ils ne cherchent rien de précis et ils trouvent finalement des choses à diffuser. Ils ont déjà pris 2 fois le même disque là? Oui, c'est arrivé. Ah oui? Ouais, parce qu'on a quelques pièces qui sont quand même... on a des exemplaires de disques de Sun Ra qui sortaient sur son propre label où c'est lui qui dessinait les pochettes. Donc c'est quasiment des exemplaires uniques ou en très petits exemplaires, donc ça, ils kiffent bien, quoi. Et c'est toi qui parlais de Zombie. On a eu Étienne Jomet notamment. Ah, trop bien. Okay. Et lui qui est venu spécialement de Paris pour ça, pendant les confinements et compagnie. Ok. Non, pas les confinements, les restrictions, parce que le confinement, on restait chez soi. Mais, je ne sais pas si vous avez d'autres... il est 16h. D'autres retours, expériences, questions